Un scroll, un like, une story, un swipe. Chaque jour, nous effectuons ces gestes des milliers de fois. Automatiquement, gratuitement, enfin, c'est ce qu'on croit. 5 milliards d'utilisateurs connectés, 6,8 milliards de recherches Google par jour, 500 heures de vidéos uploadées sur YouTube chaque minute, mais derrière chaque clic se cache une réalité que l'industrie tech préfère garder invisible. Une facture que nous payons tous sans le savoir, car ton scroll n'est pas gratuit. En réalité, d'après les dernières études, nous passons en moyenne 6h58 par jour sur nos écrans, soit plus du tiers de notre temps éveillé. Mais comment cette distorsion est-elle possible? Tout commence dans notre cerveau. Chaque notification, chaque like, chaque nouveau contenu déclenche une microdose de dopamine. Cette hormone du plaisir crée une boucle addictive, et cette addiction n'est pas un hasard. Elle est le résultat d'une stratégie délibérée conçue par les meilleurs ingénieurs de la Silicon Valley. Leur objectif, maximiser le temps passé sur leur plateforme. Le modèle est simple. Plus vous restez connecté, plus vous générez de données. Plus vous générez de données, plus les entreprises peuvent vendre vos attentions aux annonceurs. En 2024, le marché publicitaire numérique représentait 760 milliards de dollars. Géolocalisation, contacts, historique de navigation, préférences, habitudes. En moyenne, les géants du web collectent 52 000 points de données par utilisateur. Parce que oui, votre intimité numérique vaut de l'or. Votre téléphone n'est pas qu'un objet, c'est une machine à capturer l'attention. Conçu par des équipes d'ingénieurs comportementaux, leur scroll infini élimine tous les points d'arrêt naturels. Pas de page suivante, pas de fin, juste un flux continu, comme un casino, sans horloge ni fenêtre. Chaque micro-geste est analysé, et combien de temps vous regardez une image aussi, si vous ralentissez sur une vidéo, si vous la partagez, l'algorithme apprend vos préférences plus vite que vous ne les découvrez. Résultat, nous vérifions notre téléphone toutes les 12 minutes en moyenne. Nous mettons 23 minutes à retrouver notre concentration après une interruption, et notre cerveau est en permanence sollicité. Cette hyperconnexion perturbe notre sommeil, notre concentration, nos relations sociales, mais elle n'est que la partie immergée de l'iceberg, car chaque scroll déclenche une machine invisible d'une complexité inouïe. Voici à quoi ressemble vraiment Internet. Pas de nuages, pas de magie, juste des hangars industriels, souvent construits loin des villes, dans des zones industrielles. Quand vous postez une photo sur Instagram, voici ce qu'il se passe en coulisses. Votre image est uploadée vers des serveurs, puis copiée sur plusieurs machines pour éviter les pannes. Elle est analysée par des algorithmes compressés, indexés, puis distribuée vers des milliers de serveurs dans le monde. Un data center moyen contient entre 50 000 et 100 000 serveurs. Chacun consomme autant d'électricité qu'un foyer français et l'ensemble fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours par an. En France, les data centers consomment 5,15 MWh par mètre carré par an et un seul centre de données de 10 000 m² consomme autant qu'une ville de 50 000 habitants. Le plus gros défi, la chaleur. Tous ces processeurs qui calculent en permanence dégagent énormément de chaleur. 40% de l'énergie consommée sert uniquement au refroidissement et dans le monde, les data centers consomment 460 TWh par an. C'est plus que la consommation électrique de la France et cette demande augmente de 20% chaque année. Internet repose sur 400 câbles sous-marins qui s'étendent sur 1,3 million de kilomètres. Ces autoroutes de l'information transportent 99% du trafic Internet intercontinental. Ces câbles, de la taille d'un tuyau d'arrosage, sont posés entre 2000 et 8000 mètres de profondeur. Ils peuvent transporter 60 téraoctets de données par seconde, assez pour télécharger toute la bibliothèque du Congrès américain en 10 secondes. Grâce à ces câbles, un signal peut faire le tour de la Terre en 134 millisecondes. Mais cette prouesse technique a un coût environnemental énorme. 2022 marque un tournant. L'arrivée de ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative, qui vont complètement changer la donne énergétique. Entraîner GPT-4 a nécessité l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 10 000 foyers américains. Une requête ChatGPT consomme 10 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. Générer une image avec Midjourney équivaut à charger complètement votre smartphone. Et d'ici 2030, l'intelligence artificielle pourrait représenter 3 à 5% de la consommation électrique mondiale, l'équivalent de la consommation du Japon. Google, Microsoft, Amazon investissent des milliards dans de nouveaux data centers spécialisés et Nvidia, le fabricant de puces pour l'IA, est devenu l'entreprise la plus valorisée au monde. Le secteur numérique représente 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Plus que l'aviation civile, autant que le transport maritime international, soit 1,5 milliard de tonnes d'équivalent de CO2 par an. Cette empreinte double tous les 4 ans. Si rien ne change, le numérique représentera 8% des émissions mondiales en 2030, plus que l'ensemble des voitures particulières. Ces émissions se décomposent en 3 catégories. 78% pour la fabrication des terminaux,
16% pour l'utilisation des services, 6% pour les infrastructures réseau. Un smartphone mobilise 600 matières premières différentes. Avant même son premier allumage, il a déjà généré 85 kg de CO2, soit l'équivalent de 1000 km en voiture. Chaque usage a un coût carbone. 1 heure de streaming vidéo, 36 grammes de CO2. Un email avec pièce jointe, 19 grammes. Une recherche Google, 0,2 grammes. Et une story Instagram, 4,6 grammes. Au total, notre empreinte numérique individuelle représente 350 kg de CO2 par an, l'équivalent de 3500 km en voiture, et nous sommes loin d'être les plus gros consommateurs mondiaux. Nos téléphones contiennent plus de 50 métaux différents. Lithium, cobalt, terres rares, tantale, etc. Pour fabriquer votre smartphone, il faut extraire 250 kg de matières premières, déplacer 8,5 tonnes de roches, utiliser 1200 litres d'eau et générer 2000 kg de déchets toxiques. Pourquoi ça pollue de fabriquer un smartphone? Parce que pour le fabriquer, ça demande énormément de matières premières. Tu regardes un téléphone qui fait 150 grammes, il faut plus de 180 kilos de matière pour le produire. Pour un téléphone? Oui. Quand on ouvre un smartphone, il y a du plastique évidemment. Là, on voit qu'il y a de l'or, les petites pastilles dorées, qui sont des très bons conducteurs et qui ne s'oxydent pas. Mais il y a aussi la batterie, par exemple. Dedans, il y a du cobalt. Et le cobalt, c'est produit en Afrique, pour beaucoup, en République démocratique du Congo. Ouais. Et on sait qu'il y a plus de 40 000 enfants qui travaillent dans ces mines. Ça finance des guerres locales. Enfin, c'est une catastrophe qui a été décriée par des ONG comme Amnesty. Dans la batterie, il y a aussi du lithium, par exemple, qui est connu pour avoir aussi des conséquences environnementales désastreuses. À Baotou, en Chine, s'étend un lac artificiel de 10 km². Il contient les déchets radioactifs de l'extraction des terres rares. C'est le prix de nos écrans tactiles et de nos processeurs. 110% du cobalt mondial provient de République démocratique du Congo. 20% est extrait par des enfants dans des conditions dangereuses pour alimenter nos batteries. Et quand nos appareils cessent de fonctionner, ils finissent ici, à Agbogbolochi, au Ghana. 200 000 tonnes de déchets électroniques par an, des familles entières vivent de la récupération de métaux dans des fumées toxiques. Mais qu'en est-il de l'eau, la ressource oubliée du data center? L'empreinte hydrique du numérique représente 7,8 milliards de mètres cubes d'eau par an, l'équivalent de la consommation de 75 millions de Français. Un data center de taille moyenne consomme 3,8 millions de litres d'eau par jour. Cette eau, souvent puisée dans les nappes phréatiques, sert au refroidissement des serveurs. Dans le comté de Loudoun, en Virginie, se concentrent 70% des serveurs américains. La région connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents et les puits des habitants s'assèchent pendant qu'Amazon construit son prochain data center. Nous assistons à de véritables conflits d'usage. D'un côté, les besoins en eau potable des populations, de l'autre, les besoins industriels du numérique. Ces tensions vont s'accentuer avec le changement climatique. L'eau utilisée est restituée mais à une température plus élevée, cela perturbe les écosystèmes aquatiques et accélère la prolifération d'algues toxiques. Apple, carbone neutral en 2030. Google, zéro émission depuis 2017. Amazon, zéro carbone net en 2040. Microsoft, carbone négatif en 2030. Les promesses s'accumulent et ce, depuis des années. Ces entreprises utilisent massivement la compensation carbone. Elles achètent des crédits pour planter des arbres ou financer des projets éoliens, mais continuent d'augmenter leurs émissions réelles. Les émissions réelles d'Amazon ont augmenté de 40% en 5 ans, malgré ses engagements zéro carbone. Celles de Google, de 48% depuis 2019. Une étude récente révèle que 85% des crédits carbone forestiers ne correspondent à aucune réduction réelle d'émissions. Les arbres plantés meurent, les projets n'existent pas et les calculs sont surévalués. La vraie solution s'appelle sobriété numérique. Utilisez moins, mais mieux. Quelques gestes simples qui peuvent réduire significativement notre impact. Regardez une vidéo en 720p au lieu de 4K divise par 8 sa consommation énergétique. Désactiver la lecture automatique économise 80% de bande passante et supprimer les applications non utilisées libère de l'espace et de l'énergie. Garder son téléphone 4 ans au lieu de 2 divise par 2 son empreinte carbone. Acheter un téléphone reconditionné évite 77% des émissions liées à la fabrication. Côté technique, des solutions émergent. L'INRIA développe des algorithmes économes en énergie. Aux Pays-Bas, des data centers utilisent leur chaleur résiduelle pour chauffer des serres. La régulation avance. L'Union européenne prépare un Digital
Services Act qui pourrait imposer des standards environnementaux aux plateformes. La France étudie un score carbone obligatoire pour les services numériques et si 10% des utilisateurs adoptaient des pratiques sobres, nous pourrions réduire de 25% l'empreinte carbone du numérique. Ici, on se rend bien compte que l'enjeu est énorme. Nous voici revenus au point de départ. Ces gestes que nous répétons machinalement des centaines de fois par jour, mais maintenant, vous savez, 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, 1,5 milliard de tonnes de CO2, 7,8 milliards de mètres cubes d'eau, 50 métaux rares par smartphone, 85 kg de CO2 avant le premier allumage. Derrière l'apparente dématérialisation du numérique se cache une réalité très matérielle. Chaque clic a un impact, chaque scroll a un coût, chaque like participe à un système qui épuise les ressources de notre planète. Mais nous pouvons agir, désactiver les notifications non essentielles, utiliser le mode avion la nuit, regarder les vidéos en définition standard, garder nos appareils plus longtemps, en bref, choisir des alternatives sobres. Partout dans le monde, des citoyens se mobilisent. Des entrepreneurs développent des alternatives, messagerie décentralisée, réseaux sociaux sobres, moteurs de recherche écologiques. Si nous étions 100 millions à changer nos habitudes, nous pourrions réduire de 10% l'empreinte carbone du numérique. Alors chaque geste compte, et la prochaine fois que vous scrollerez, que vous likerez, que vous partagerez, vous saurez. Ce n'est pas un geste anodin, il a un coût pour la planète, pour les générations futures. La question n'est plus de savoir si nous pouvons changer notre rapport au numérique, car désormais, votre prochain scroll peut être différent.